Profitez de votre programme avec la compagnie fiduciaire Grésivaudan, expert comptable et commissaire aux comptes. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous présente Si on parlait. Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle saison dans Si on parlait, l'émission qui vous donne la parole chaque jour pour savoir ce qui se passe près de chez nous. Et aujourd'hui, si on parlait d'un record du monde très spectaculaire qui se déroule à plus de 200 km/h dans le ciel et d'un sport de glisse également très spectaculaire mais qui se pratique un peu moins vite. Et pour parler de ces sujets, j'ai à mes côtés Gabriel Cerdan. Bonjour. Bonjour. Vous êtes organisateur de compétition de drift. La prochaine se déroulera ce week-end au Settlo dans le massif de Beldon. On parlera dans quelques minutes avec vous. En face, Arnaud Moret, bonjour. Bonjour. Vous êtes un parachutiste expérimenté, Arnaud, membre du club de Grenoble. Alors l'expérience pour les pilotes d'avion, ça se compte en heures de vol. Pour les parachutistes, c'est quoi? C'est en nombre de sauts? C'est en nombre de sauts, tout à fait. Vous en êtes à combien? Je viens de faire mon 1600e cet après-midi. 1600 sauts. Juste avant de venir. Bon, donc spécialiste de chute libre, spécialiste également de records, des records que vous ne réalisez pas tout seul. Non, puisque la discipline, c'est les records de grande formation et même de séquences en grande formation. Ça veut dire qu'on essaye, avec un grand nombre de parachutistes, de faire un maximum de points. Un grand nombre de parachutistes, c'est jusqu'à 219. Et un nombre de points, 219, c'était 2 points. À 217, c'est 3 points. Les points, c'est des points de contact entre les... Voilà, les points, c'est quand les 219 sont accrochés avec une figure qui est préétablie et déposée à l'avance auprès des juges de la Fédération internationale. Et donc, chacun doit prendre le grip, donc le point d'accroche qui est prévu. Donc, soit je dois prendre une jambe, soit je dois prendre un bras, soit je dois donner mes jambes aux collègues. Et on peut être de face, de dos. Il y a plusieurs combinaisons possibles. Et tout ça est organisé par des coachs qui prévoient la figure, qui nous mettent à nos places. On briefe tout ça. Et après, on fait tout ça dans le ciel, en 45 secondes. Alors là, on voit des images d'un record que vous avez établi en 2017 en Arizona, aux États-Unis. Vous étiez plus de 200 parachutistes à participer à cette figure. Là, on était 217 pour faire donc 3 points dans le ciel d'Arizona à Eloy. Donc c'est organisé par Patrick Paz, qu'on voit sur les images avec la banderole. La banderole, c'est ce qui va nous donner le signal entre les différents points, et Patrick Paz donne la référence. Donc le groupe va se constituer autour de lui. On part d'une dizaine d'avions à 5800 mètres d'altitude. On est tous synchronisés. Et l'objectif, c'est de construire la première figure le plus vite possible et le plus proprement possible, pour pas qu'elle bouge, de façon à pouvoir enchaîner sur le deuxième point, puis sur le troisième point. Alors le chef, c'est celui qui a la banderole, c'est ça? C'est lui qui va coordonner l'ensemble du dispositif? Voilà, avec des relais, voilà, des sous-chefs, on va dire, mais ils ne vont pas apprécier l'expression, mais des responsables de secteur. Donc, il y a chaque secteur a un responsable, de façon à bien coordonner tout ça. Et puis, le principe de cette discipline, donc du record de 2017, c'est qu'il y a 40% des personnes qui bougent pour que ce soit validé. Et là, ce qu'on va voir après, c'est qu'on a changé cette discipline pour réaliser des figures où tout le monde doit bouger, doit changer de position et revenir à une autre position. Donc, le record de 2017, c'est on a une base, ce qu'on appelle la base, le centre, qui ne bouge pas, qui donne la référence et qui permet à tous les parachutistes de garder cette référence. Donc, on ne va pas dire que c'est facile, parce que c'est loin d'être facile vu que c'est un record du monde. Il y a 28 nations, on ne vole jamais ensemble, donc il faut caler tout ça, il faut assurer la sécurité, il faut gérer toutes les vitesses d'approche, de séparation, etc. Mais on a quand même une base au centre qui est fixe. Un repère. Voilà. Et le nouveau record dont on va parler, les règles ont changé. Voilà, vous êtes moins nombreux, on va en voir des images, mais plus compliqué à réaliser. Beaucoup plus compliqué puisqu'on a éclaté cette base. La nouvelle règle, depuis le 1er janvier 2019, il y a une nouvelle catégorie, c'est ce qu'on appelle la séquence en break totale. Ça veut dire que tout le monde doit lâcher et tout le monde doit prendre une prise différente de la première. Donc là, c'est beaucoup plus compliqué. Donc le coach a dit on va commencer entre guillemets petit. Alors petit, ça veut dire 120 personnes, ce qui est déjà en fait relativement gros. C'est du monde. Voilà, on retrouve 28 nations, on prend les meilleurs de chaque nation dans cette discipline et on les jette dans le ciel. Alors là, de Périsse en Californie, parce qu'il faut des moyens aériens. On n'en a pas encore parlé, mais oui, tout le monde n'est pas dans le même avion. Non, voilà, le précédent record, il y a 11 avions, 11 Skyvan, et là, sur celui-là, il y a 6 pilotes qui synchronisent 6 avions pour larguer. Chaque avion largue une vingtaine de parachutistes. Et donc, il faut que les pilotes fassent un énorme travail, de la même façon que Andrei Veselov, le vidéoman,
fait un travail remarquable pour nous filmer et valider la figure auprès des juges. Oui, parce que c'est lui, en fait, qui est presque la clé du record. S'il rate ces images, il n'y a rien qui prouve que vous l'avez fait. Exactement. Au sol, on n'arrive pas à voir le détail, puisque si un parachutiste prend une jambe au lieu de prendre une main, le record n'est pas validé. S'il manque un parachutiste, si on est parti à 120 et qu'on est 119, le record n'est pas validé. Le principe, c'est de faire exactement ce qui a été déposé. Donc on ne met pas du monde en spare, on va dire, en équipe de réserve, en se disant s'il y en a un qui s'en va, l'autre vient et prend sa place. C'est tous les parachutistes ont leur rôle à jouer. S'il en manque un, il paye sa bière et on est obligé de recommencer. Et on recommence. Parce que ça paraît simple à chaque fois. Là, on montre les images du record réussi, mais pour une tentative réussie, j'imagine qu'il y en a un certain nombre d'avortés. Alors, on a eu la chance sur ce record de break total de le faire à la première tentative. Ah, dès la première. Souvent, c'est un peu plus tard. Il y a plutôt 5-6 tentatives pour caler tout le monde. Là, il y avait un très bon groupe. On fait des sauts de calage avant, des sauts d'entraînement avec des petits groupes de 40. On synchronise les vitesses, on fait le travail de préparation, on fait nos essais, puisqu'il y a beaucoup de choses à caler, de vitesse d'approche. On peut se rajouter du poids pour tomber plus ou moins vite. Le coach décide de la vitesse de la figure, etc. Et une fois que tout ça s'est calé, on met tout le monde et on fait des tentatives. Et la première tentative a suffi. Voilà. Quand on met des gens de talent, ça peut aider. Là, on vous voit au sol, justement dans la phase de préparation, en train de répéter un peu le dispositif. Oui, alors tous les sauts, c'est à peu près 1 heure et demie de briefing au sol. Systématiquement, on revoit depuis la sortie d'avion, donc on simule au sol les sorties d'avion. Là, ce qu'on voit, c'est les approches, c'est-à-dire que chacun vient se positionner par rapport à la base dans son axe d'approche, dans son rayon qui va lui permettre de rentrer vers la base. Et puis, on va prendre les positions. Une fois qu'on est en place, on va prendre les grips, c'est-à-dire la prise que l'on doit prendre. Et puis, on va réviser. Donc, quand la banderole est lâchée, on passe sur le grip suivant. Et tout ça en synchronisation jusqu'à la séparation où on va s'écarter pour des raisons de sécurité pour aller ouvrir le parachute dans un coin où il n'y a personne d'autre. Vous parliez du nombre de nationalités, 28, c'est ça, pour 28 nations. Ce record. Il y a d'autres Français avec vous? Alors là, on est une vingtaine de Français. La France est une des nations les plus représentées dans cette discipline. On a un très très bon niveau dans les grandes formations, comme d'ailleurs dans les équipes A4 ou les équipes A8 en vol à plat, qui finissent à peu près dans tous les championnats du monde sur les podiums, à se battre avec les Belges, les Russes et les Américains. Bon, l'organisateur d'ailleurs de ces records du monde est français. Tout à fait, c'est Patrick Pass. On discute en français, en anglais. Comment ça se fait quand il y a 28 nationalités pour échanger Tout est en anglais et c'est en anglais Patrick Pass. Il a son accent, il a un accent et tout le monde le comprend. Et que vous soyez tchèque, russe, italien, brésilien, canadien, italien, vous comprenez Patrick Pass. Bon. Vous parliez des moyens aériens nécessaires pour réaliser ce genre de record, déjà pour emmener tous les parachutistes. On voit là quelques images de ces avions qui permettent d'emmener jusqu'à une vingtaine à peu près de personnes. Voilà. Alors là, ce qu'on voit, c'est un Skyvan. Je suis dedans, voilà, sur la droite, un peu concentré. Ouais, ce que j'allais dire, là, très révise, concentré. On y repense. On pense à ce qu'on doit faire, puisque tout le monde est concentré, si on fait une erreur, on est sorti du saut et on n'a pas du tout envie de rester au sol, voir les copains s'amuser. Et oui, c'est des avions qui permettent d'emmener 24 personnes et surtout, ils ont une caractéristique très importante pour nous, c'est qu'ils ont ce qu'on appelle une tranche arrière, c'est-à-dire que c'est l'arrière de l'avion qui s'ouvre et ça permet de vider l'avion le plus vite possible, puisque dès que vous sortez 1 seconde en retard, il faut rattraper 100 mètres. Donc ça prend du temps, ça va prendre 1 seconde de plus, 2 secondes de plus, et ces 2 secondes vont nous manquer à la fin. Donc on prend des avions qui ont une capacité d'emport et une capacité de vidage rapide qui font que les Skyvan et les Twin Otter sont les 2 gros avions utilisés sur ces records-là. Donc, au-delà de la capacité à bien chuter, je pense que la coordination est primordiale dans un record comme celui-là. Il y a effectivement la sortie d'avion, puisque vous avez plusieurs appareils en même temps. Et ensuite, on arrive à se déplacer comme ça dans l'air. Quand on n'est pas spécialiste, on a l'impression qu'on peut que tomber. Et on a l'impression, mais typiquement, on a des élèves, au début ils tombent, et après on leur apprend à se déplacer, et après on leur apprend à se déplacer efficacement, à maîtriser leur déplacement. Et on le voit, tous les parachutistes viennent, rejoignent, on voit les images où les parachutistes avancent. Donc globalement, les bras, c'est notre volant, c'est notre direction. Et les jambes, c'est le moteur. Donc plus vous appuyez sur l'air en tendant les jambes, plus vous allez avancer. Et puis les bras, l'orientation du corps va vous permettre d'aller là où vous voulez. Donc on peut reculer un petit peu aussi en enfonçant les jambes. Et surtout, on va s'étaler plus ou moins sur l'air suivant la vitesse qu'on veut donner en taux de chute.
Là, vous descendez à quelle vitesse sur ces images? Là, la figure tombe à peu près à 200 km/h. Alors, il faut savoir que plus la figure est grosse, et plus elle va freiner. Donc, on met, entre guillemets, ceux qui chutent vite au centre, et les plus légers, si vous avez quelqu'un qui est grand et fin, il sera plutôt sur l'extérieur, et quelqu'un qui est un peu corpulent sera au centre. Ça représente combien de secondes de chute libre? C'est ce qu'on imagine en secondes? Alors là, on part à 5800 mètres pour les records, de façon à avoir le temps. On a à peu près 45 secondes de travail. Et on remonte la hauteur pour la séparation, pour assurer la sécurité. On commence à se séparer à 2500 mètres environ. Donc on le voit sur les images, on l'a vu, les gens de la couronne extérieure vont partir en premier. Et puis 5 secondes après, il y a la deuxième couronne qui va partir. Et l'objectif, c'est que tout le monde puisse trouver un coin de ciel bleu où on soit tout seul. Donc on va aller chercher de l'espace et ça se fait entre 2500 mètres et 1000 mètres. Et on ouvre tous les parachutes aux environs de 1000 mètres. Seuls les vidéomans restent au-dessus et ouvrent sur place. Le vidéoman qui est le dernier à ouvrir et qui est primordial pour, ne serait-ce que pour offrir des images aussi spectaculaires que celle-ci. Vous arrivez à repérer où vous êtes là, Arnaud, sur ces images? Alors là, je suis en train de partir à gauche de l'écran. Voilà, juste à l'instant, j'étais en train de partir en dérive. Là, on ne voit plus. On le voit, il y a des habitations en dessous, c'est pas un problème de non, faire parce ça qu'une fois que la voile est ouverte, en fait, c'est des voiles qui sont pilotables. C'est pas des parachutes ronds comme à l'armée. L'armée a d'autres contraintes, donc eux, leur but, c'est d'atterrir vite et en sécurité au sol. Nous, c'est de garder la sécurité, mais de piloter pour atterrir là où on veut, là où on l'a choisi. Donc, on va ouvrir une voile qui est rectangulaire et qui se pilote très bien. Hein. C'est très compliqué. On tire à droite, ça tourne à droite. Vous tirez à gauche, ça tourne à gauche. Et vous tirez les deux en même temps, ça freine. Ça freine. Voilà. Bon. Avec ça, vous êtes parachutiste. C'est la communication, la coordination est primordiale. Comment vous faites quand vous chutez? Tout le monde est en contact radio? Comment on échange? On a tout révisé au sol. Tout le monde connaît son programme et la seule communication, elle vient du centre. Il y a, donc, comme on l'a vu, il y a une banderole qui flotte, le streamer qui va permettre de donner les séquences. Et puis, au moment de les séparations, le signe est à peu près international, le centre va se mettre à battre des jambes. Les jambes qui bougent, ça veut dire première vague au départ. Et puis, on a aussi tous des altimètres sonores qui vont nous alerter sur la hauteur à laquelle on passe. Et au briefing, on a eu l'altitude à laquelle notre vague devait partir. Quand ça sonne dans le leader, on a le droit de partir. C'est ce qu'on voit, la vague s'en va. Alors, normalement, tout est synchronisé. Mais si ça bip dans le casque, ça veut dire qu'on doit partir. Alors le ruban, le chef, comme vous dites, c'est donc ce Français, Patrick Passe, qui organise ces records du monde, notamment aux États-Unis, et qui sera ce week-end présent chez nous en Isère. Exactement. Et pour la première fois de sa vie, il va venir à Grenoble pour sauter. Il n'a jamais sauté à Grenoble. Je pense qu'il a fait toutes les drop zones, tous les meilleurs spots du monde. Il les a explorés. Il a gardé le meilleur pour la fin. Voilà, on va dire ça. Merci. Et donc, il va venir s'exercer à Grenoble pour la première fois. Donc, j'ai organisé avec le club de Grenoble la venue du Skyvan, avec le président de la Ligue, Pierre Fromentin aussi, qui organise une compétition ce week-end, la Coupe de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes. Donc on s'est mis ensemble et on s'est dit, ça serait bien de faire venir l'avion. Ça fait quelques années qu'il vient à Grenoble et là, pour la première fois, on le fait venir 10 jours. Donc ça a commencé vendredi dernier avec une météo un peu capricieuse qui ne nous a pas vraiment permis d'exploiter pleinement l'avion. Et depuis lundi, ça va mieux. Donc, on a pu former des élèves, on peut faire découvrir des tandems, on peut faire découvrir notre sport et ça nous fait plaisir de le partager. Donc, toutes les personnes sont les bienvenues pour venir s'exercer, apprendre, découvrir. Et Patrick Passe sera là avec son groupe. Donc, à peu près tous les Français qui sont au record du monde seront là. Et on va faire des figures à 20 personnes, avec un vidéoman qui va nous filmer. Donc au-dessus du ciel grenoblois, alors c'est l'aéroport de Grenoble-Saint-Joire, donc à quelques kilomètres au nord de la ville. Et l'objectif, c'est vendredi, on va commencer avec le groupe de Patrick. Donc vendredi, samedi, dimanche. Bien évidemment, il y a aussi tous les pratiquants, donc des expérimentés, des jeunes qui auront été formés ce lundi, qui sont en train de sauter, j'en accompagne encore tout à l'heure. Et puis, en plus, la Coupe de la Ligue qui va être organisée, qui démarre samedi, où là, c'est des équipes de 3, soit en vol relatif à plat, donc ils sont allongés sur l'air comme les images qu'on voit, soit en free fly, où là, ils sont verticales, tête en bas, tête en haut, en fonction de ce qu'ils veulent faire. L'avion, le Skyvan, il n'y en a pas en France. Hein, c'est ça aussi qui est un peu exceptionnel dans ce week-end. Il est venu spécialement, je crois, de République tchèque. On le voit, là, c'est celui-là que vous utilisez sur ce week-end à Grenoble. Voilà, ça, c'est des images tournées en début de semaine par Marine Delpierre, qui est vidéo woman au club.
et que j'ai essayé d'amener, mais qui C'est pas elle, là? n'a pas souhaité. Non, voilà, ça c'est les copains, on s'amuse. Le principe, oui. c'est de s'amuser. Donc c'est effectivement un avion qui vient de République tchèque, qui nous est prêté par Pink Charter, qui est une société qui exploite à Klatovy, et que j'ai rencontré à l'occasion des événements organisés par Patrick Pass. Et puis je suis allé le voir en disant ça serait bien que ton avion il vienne en France quand même. Plutôt que les Français viennent, j'aimerais pouvoir le partager avec tout le monde. Donc on a organisé ça il y a quelques années, tous les ans on le fait. Et cette année, on le fait sur 10 jours, donc ça nous permet pour la première fois de faire des portes ouvertes et de dire à tout le monde, venez, il vous suffit d'un certificat médical et d'un chèque. Bon, voilà, il faut découvrir le parapente à cette occasion. Le parachute. Le parachute, pardon, c'est vrai que dans la région, c'est quand même plus le parapente, mais vous parliez de free fly, tout le monde ne connaît pas cette discipline. J'en ai quelques images avec des membres de l'équipe de France, dont Vincent Cotte, qui est un Isérois. Celle-là aussi, elle est spectaculaire et artistique. Ah, elle est magique. Alors Vincent Cotte, il a fait ses débuts au club de Grenoble. Il était dans l'équipe des Voyous de Grenoble. Et puis, il est monté en niveau puisqu'aujourd'hui, il a plusieurs titres de champion du monde. Et ça, c'est des images qui sont magiques, qui nécessitent un niveau technique exceptionnel parce que pour tenir dans cette position, c'est quand même exigeant. Et c'est superbe, c'est vraiment de la danse. Et là, ils sont à 300 km/h, donc c'est beaucoup plus technique en vol. C'est une traverse même les nuages. Voilà, et quand vous faites ça avec des gens compétents, voyez, ça se passe très bien, ça fait des images qui sont magiques. Et ils font ça un peu partout dans le monde. Ils ont sauté au-dessus de l'atoll l'année dernière. Ils ont fait un film de 45 secondes d'éternité. C'est magique ce qu'ils font. Voilà. Dans le parachutisme qui s'ouvre au grand public ce week-end à Grenoble. Isère, c'est le nom de l'aéroport, mais c'est voilà. Et à c'est côté en de ce moment Saint-Joire. même, vous pouvez venir demain. C'est toute la si semaine jusqu'à dimanche. Venez, j'y serai, on y sera. Voilà, il y a on les vous infos accompagnera. sur le site parachutisme38.fr, qui est le site du centre de parachutisme de Grenoble. Un baptême, ça coûte combien, Arnaud ? Alors, un baptême, ça coûte 275 €. Une vidéo, ça coûte 95 € pour vous accompagner. Et cette semaine, jusqu'à vendredi inclus, la vidéo est offerte de façon à faire la promotion du sport et puis à partager aussi. On n'a pas cité les partenaires, mais il y a beaucoup de partenaires qui nous accompagnent pour que l'événement soit possible. Évidemment, la Ligue Rhône-Alpes, je l'ai cité, mais aussi le conseil départemental. L'aéroport fait beaucoup pour nous aider. On a des sociétés aussi qui nous ont aidés. Une société de moquettes qui s'appelle Balzan, qui nous a offert des nouvelles moquettes pour plier. On a tous les hôtels des environs qui nous aident, qui hébergent aussi tout le monde. On a les agriculteurs de la région qui nous prêtent des champs pour le camping. On a tout le monde, tout le tissu autour de l'aéroport et même au-delà qui nous aide. Donc je les remercie vivement. Très bien. Merci à vous en tout cas d'être venu nous faire découvrir cette discipline spectaculaire. On va rester dans les sports à sensation. On va plus glisser dans l'air, mais sur l'asphalte avec Gabriel Cerdan. On va parler de drift. Vous avez été pilote. Aujourd'hui, vous organisez des compétitions. C'est quoi le drift ? C'est de la glisse en voiture, tout simplement. À l'époque, c'était au Japon. Ils se sont rendus compte que ça faisait gagner du temps dans les petits virages, mais que c'était surtout très fun. Et ça s'est fait. Alors, c'était très illégal à l'époque. Et finalement, c'est monté en grade. Il y a eu des compétitions au Japon, puis c'est parti un peu de partout. Alors maintenant, ça se fait beaucoup sur circuit, etc. Et nous, on est vraiment resté axé sur la montagne, parce qu'on vit ici, on a des très belles routes, des très jolis sites. Et ça amène un petit cachet supplémentaire de risque. Drift, ça veut dire dérive. Quand on voit ces images de voitures qui chassent dans les virages, on comprend effectivement le sens du mot. C'est du dérapage contrôlé, c'est presque de l'artistique là aussi. C'est très très contrôlé. Il y a très peu de pilotes qui osent rouler sur nos épreuves parce que la moindre erreur est vite fatale pour les voitures. Les voitures sont extrêmement sécurisées, donc le pilote craint rien. Mais c'est vrai que la moindre erreur, ça très vite, là, il est à la limite sur les images de tout casser et d'enchaîner avec les autres derrière. Donc c'est vraiment serré. C'est un peu ce qui amène aussi le piment. Le petit piment du week-end. Ouais. Parce que là, on est sur des routes du massif de Beldon. Je crois que c'est la chapelle du Bar en Isère. Il faut quand même qu'il y ait des virages, il faut quand même qu'il y ait de la côte, de la pente. Alors la pente, pas forcément. Alors nos épreuves sont en pente, donc les pilotes sont gâtés. Mais c'est pas obligatoire. Il y a généralement, les circuits sont assez plats. Mais par contre, il faut obligatoirement des virages. On peut faire des sortes de trajectoires. On appelle ça des manji en ligne droite, où on garde la glisse.
c'est pas ce qui nous anime le plus. Donc on essaie d'avoir des tracés vraiment très complexes et assez difficiles pour les pilotes qui amènent un spectacle vraiment intéressant pour les spectateurs. J'imagine que techniquement, ça ne se conduit pas comme une voiture classique, comme un rallye qu'on peut avoir aussi sur ces mêmes routes. Non, c'est des voitures qui sont extrêmement préparées. On a des voitures qui ont plus de 800 chevaux. Des châssis sur mesure, un intérieur sur mesure, c'est vraiment des vraies caisses de circuit. Donc c'est très technique à conduire quand même. Il y a certains réglages qui facilitent un peu les choses, qui permettent de garder une certaine sécu sous le pied, mais en général c'est quand même très contraignant et c'est régulier les crashs quand même sur chaque épreuve. On parlait de la vitesse, là on évolue dans quel ordre à peu près sur une Là sur un tracé comme ça, on est entre 80 et 130 km/h. Ça commence à être quand même assez chaud. La route est plutôt étroite, celle-là. Et elle fait un peu peur. Ouais. Elle est un peu considérée comme la plus complexe et la plus risquée d'Europe. Alors, c'est pas une course de vitesse en tant que telle. Hein. Il y a aussi le style, on va dire, du pilotage qui rentre en compte. Oui, la vitesse, le chrono ne compte pas. C'est vraiment des trajectoires bien spécifiques, de l'angle. Mais on sent que les années passent et le niveau monte. Et maintenant, il faut une certaine motricité, ça va de plus en plus vite. Donc finalement, on commence à prendre un peu en compte le secteur vitesse. On l'a vu sur ces images, c'est très visuel, c'est spectaculaire à regarder. Ça ne doit pas être évident non plus à filmer. On voit les équipes là, qui réalisent ces clips, qui donnent d'eux-mêmes. Hein. Oui. Ah oui. Non, c'est assez compliqué à filmer. On essaie d'apporter toujours des images un peu nouvelles. Et encore plus sur des tracés en montagne, sur un circuit très large ou une aire plane, c'est simple. En montagne, c'est très compliqué, il y a beaucoup de virages. Il y a très peu d'équipes médias qui sont capables de sortir des prods comme ça. On commence à être assez varié. Hein. Il y a des pilotes de drone, des pilotes qui sont vraiment spécifiques au rolling. Ils sont dans l'arrière d'un véhicule, sanglés, harnachés, mais ça permet d'offrir des images assez exceptionnelles. Donc même eux, ils ont de l'adrénaline. Hein, ils en prennent clairement plein la tronche, ouais. Presque plus que les pilotes. On vous a déjà sollicité pour des cascades de films, parce que c'est vrai qu'on imagine bien ce type de pilotage dans certains films d'action. Non, pas vraiment. On reste peut-être un peu notre faute, on reste assez axé sur ce qu'on fait. On a développé des réalités virtuelles pour des salons. Mais c'est vrai qu'on reste quand même assez axé. On nous sollicite régulièrement pour créer des événements ou pour appuyer des événements parce qu'on on commence à avoir une certaine expertise du drift en montagne. Mais c'est vrai que sur des cascades, il y a de très bons cascadeurs dans la région qui connaissent très bien leur boulot et c'est vrai qu'il n'y a pas forcément d'intérêt particulier à ça. Alors, le prochain événement, il a lieu ce week-end également. Ça va se passer au Settlo, sur la montée de Pipé. Donc, c'est celle qui permet d'accéder au domaine skiable côté Grenoble. On voit d'ailleurs l'arrivée de Pipé. Qu'est-ce qui va se passer là pendant 2 jours ? Alors là, c'est un show. On est sorti du format compétition depuis l'année dernière. On veut vraiment retrouver les bases du fun. Donc là, c'est vraiment du show pur et dur tout le week-end. Alors, il y a une partie d'entraînement pour que les pilotes puissent prendre en main le tracé, s'amuser aussi et faire des réglages. Et après, on a des contests qui sont jugés par les spectateurs qu'on pioche au hasard. Et ils doivent rouler à plusieurs, les uns derrière les autres, le plus près possible, ou aller chercher, aller frotter les murs sans tout casser. Une chance sur 2. Voilà, on le voit, c'est pas toujours le cas. Il y a quelques crashs, sans conséquences pour les pilotes, donc c'est très bien. Mais et les spectateurs, du fait de pouvoir juger, ont une place un peu privilégiée. Ils rentrent un peu à l'intérieur de l'orga et c'est plutôt sympa. Donc là, ça y est, on axe vraiment sur le show et le fun avant tout. Ouais. Ce sera accès libre au public. Il y a des contraintes particulières avec on est limité, la crise actuelle. Oui, on est limité en nombre de spectateurs, mais c'est vrai qu'on n'est pas particulièrement inquiet. Le site reste assez vaste, mais on est quand même limité par le nombre. L'infrastructure ne nous permet pas d'accueillir énormément de monde, donc on reste en dessous des normes prescrites par la préfecture, donc ça va. C'est quoi la durée de vie d'une voiture de drift un week-end, 2 week-ends ? Ça va, il y a des voitures qui ont fait un seul week-end, malheureusement. Il y a des caisses neuves qui sont arrivées, qui ont fait un week-end et qui ont tout plié. Et il y a des caisses qui ont bien 4-5 ans. On a un pilote français très reconnu qui reprend son ancienne voiture, qui a quasiment 7 ans,
Elle est complètement tordue, mais il s'éclate avec et du coup il fait super le show, c'est vraiment sympa. Ouais. Bon, si vous voulez des sensations fortes, c'est samedi, dimanche au Sept-Lô. Vous pouvez également vous en faire sur l'aéroport de Grenoble-Isère avec les portes ouvertes du centre de parachutisme. Je vous remercie en tout cas à tous les deux d'être venus pour cette première émission de la saison. Il y en aura évidemment bien d'autres. Dès demain, d'ailleurs, à 18h15, on va se quitter avec une dernière séquence de drift, sensation forte sur les routes iséroises du massif de Beldon. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous a présenté Si on parlait. C'était Si on parlait avec la compagnie fiduciaire Grésivaudan, expert comptable et commissaire aux comptes.